Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est l'épreuve de force. Manuel Valls est confronté à une double pression. Une pression sociale avec la grève à la SNCF, la colère des intermittents qui menacent les festivals de l'été, mais aussi un coup de chaud politique quand une partie de la gauche refuse le pacte de responsabilité. Le Premier ministre tient sa ligne, fermeté vis-à-vis des socialistes, mais aussi des grévistes. Valls résiste aux syndicats, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express. Apparaître cette semaine dans l'Express, les djihadistes qui menacent la France. Vous y signez un édito sur l'impuissance du gouvernement et de la droite face aux grèves. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Maquillage, les politiques sans phare, publié chez Grasset. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, un centre privé de recherche, de formation et d'expertise sur les relations du travail. Vous êtes aussi économiste et historien de formation, professeur à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Catherine Ney, éditorialiste politique à Europe 1 et Valeurs Actuelles, auteur de Un pouvoir nommé désir et de L'impétueux, tous deux publiés chez Grasset en 2007 et en 2012. Enfin, Claude Veil, directeur de la rédaction du Nouvel Obs. En une de l'Obs cette semaine, la face cachée de Platini avec un dossier sur le plan de bataille des intermittents. Nous y reviendrons. Auteur de Les droites en France aux éditions du CNRS. On l'a appris tout à l'heure, la SNCF reconduit donc pour 24 heures le mouvement. On va entrer dans le 7e jour de grève demain, malgré les épreuves du bac, malgré la galère des usagers des transports. On a le sentiment d'être dans l'impasse aujourd'hui, Christophe Barbier. Oui, c'est une vraie forme d'impasse, pour tout le monde d'ailleurs, parce que les grévistes savent bien qu'ils n'empêcheront pas le débat parlementaire de se tenir et sans doute cette réforme, fusion RFF-SNCF, de se faire. Le gouvernement sait bien qu'il ne peut s'appuyer sur rien pour contrer cette grève. Il n'a pas de soutien politique fort dans sa majorité, il n'a pas de soutien dans l'opinion, il n'a pas de politique alternative, donc il est complètement coincé, il ne peut jouer que la patience. Et puis, il y a aussi une impasse d'imagination de la droite. Qui peut croire que la droite, qui n'a pas fait pendant 10 ans les réformes qu'il fallait faire, pourrait aujourd'hui sortir de son chapeau la bonne méthode qui éviterait les conflits tout en évitant l'immobilisme. Donc c'est l'impasse un peu généralisée. Ça donne surtout une impasse pour le pays. Puisqu'on voit bien que dès qu'on touche aux réformes structurelles, que ce soit sur le ferroviaire ou sur l'assurance chômage, eh bien personne n'est d'accord, on n'arrive pas à avancer. Bernard Vivier, ça vous surprend qu'on en soit à une semaine de grève? Oui et non. Oui, parce que ce n'est plus de mise. Les grandes grèves que conduisait Bernard Thibault, à l'époque secrétaire général des cheminots CGT en novembre-décembre 1995, ce sont des grèves qui ne peuvent plus se reproduire. La CGT n'a plus la taille qu'elle avait en 1995 et surtout, et c'est ce qui est important, n'a plus aujourd'hui la volonté d'en découdre systématiquement avec toute réforme structurelle. Nous avons aujourd'hui une CGT qui est à l'heure des choix. Et elle va devoir choisir, elle ne le fait pas encore, et elle vit en interne des moments très difficiles. Elle a choisi de poursuivre le mouvement. Oui et non, là encore, pardonnez-moi d'être aussi hein. normand dans ma réponse. Oui, en façade, bien sûr, parce qu'elle suit la base. Et la base dit non à toute réforme. Et puis parce que sur son flanc gauche, si je peux m'exprimer ainsi, il y a Sudrail qui récupérerait les mécontents. Mais la CGT comprend bien que la réforme est en route, que le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, doit mettre cette réforme en place et que la construction européenne n'est pas forcément un danger, c'est une opportunité pour la SNCF. Et que donc les syndicats, ils ont à choisir soit d'être toujours dans le camp de la conservation à tout prix, ou de la négociation des évolutions. C'est ce qu'ont fait d'autres organisations, l'UNSA, la CFDT, d'autres organisations. Et je le disais, Catherine, c'est une épreuve sociale, la première depuis que Manuel Valls est arrivé aux responsabilités. Je rappelle que le titre de cette émission, c'est Valls résiste aux syndicats. Est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix, mais il faut rappeler quand même, quand Bernard dit qu'il n'y a plus de grande grève, il faut dire quand même qu'il y a une loi sur le service minimum qui est passée, qui a beaucoup réduit le nombre des grèves, parce que maintenant il y a l'obligation des syndicats de se déclarer 48 heures à l'avant. Avant, il n'y a plus les piquets de grève qui empêchent les gens de travailler, et c'est vrai que cette grève qui importune tout le monde, il n'y a que 17% qui ne sont plus que 14% de grévistes à la SNCF, mais malheureusement sur ces 14%, il y a 50% de conducteurs, voilà, donc des grèves bouchons. Et ce sont ceux qui gagnent le plus
qui ont des facilités de vie, enfin qui partent en moyenne à la retraite à 52, 53 ans et qui font grève. Alors pourquoi? Parce que je pense que la base les pousse, parce que je ne sais pas, c'est la concurrence avec Sud. Il faut bien voir qu'à la SNCF, on subit le même choc que les socialistes sur la baisse. Ils ont perdu, la CGT a perdu 10 points en 10 ans, et donc elle se dit si on a perdu, c'est qu'on n'est pas assez radicaux. Et donc ils ont choisi de faire grève 24 heures, 38 heures, et puis ils sont débordés par leur base. Mais moi je crois qu'elle ne va pas durer cette grève, et parce que d'abord il faut bien terminer, d'abord qu'elle n'est pas populaire, elle n'est pas comprise, et puis je crois que les femmes vont jouer un rôle. Parce que les épouses, parce qu'aujourd'hui, depuis la loi, les jours de grève ne sont pas payés, ne sont plus payés. Donc quand vous perdez 10 jours de salaire dans le mois ou 12 jours, ça commence à compter. Donc je pense que cette grève, elle va s'arrêter dans 2, 3, 4 jours. Claude Veil, vous êtes aussi optimiste que Catherine Ney sur l'issue du conflit? Non, je ne m'hasarderai pas à ce genre de pronostic parce qu'on voit que la CGT est largement débordée par sa propre base et qu'il y a évidemment ce que vous avez évoqué, la compétition entre la CGT et Sudrail auquel sera le plus dur et que le calendrier parlementaire fait qu'on est dans la logique les deux trains sont lancés sur les rails, écartez-vous, parce que le gouvernement ne peut pas retirer son texte et que jusqu'au vote, jusqu'à ce que le texte vienne sur le bureau du Parlement, je vois mal les syndicats plier les gaules. Donc je ne suis pas aussi sûr que vous que les choses s'arrangent rapidement. Le texte, c'est demain qu'il est débattu à l'Assemblée, il sera voté dans une semaine. Donc voilà, vous dites que pendant une semaine, il peut y avoir un mouvement qui se poursuit. Je ne l'exclus pas du tout, parce que cette affaire, je voudrais peut-être prolonger ce que disait Christophe tout à l'heure. Je crois que cette affaire est quand même profondément un symptôme. Quand on parle de bloquer, c'est pas les gares qui sont bloquées, c'est pas seulement la SNCF qui est bloquée, ou le gouvernement ou les usagers. Ce qui est bloqué, c'est la politique française qui est bloquée. Le système politique français, je crois qu'il faut regarder les choses en face, est paralysé. C'est devenu un système auto-bloquant. Il faut être aussi aveuglé par l'idéologie ou les intérêts partisans que les politiques pour ne pas voir que le système, aujourd'hui, ne produit plus rien. Pourquoi? Parce que la politique française est structurée par la bipolarisation et l'alternance correspond à la bipolarisation. Lorsqu'on n'est plus dans un système bipolaire, mais tripolaire avec le Front National, voire quadri avec la gauche de la gauche qui est aujourd'hui aux manœuvres à la SNCF, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de majorité de gauche possible. C'est pas qu'elle est morte, comme dit Valls, c'est qu'il n'y a plus de majorité de gauche possible puisque la moitié de la gauche, de la gauche, l'extrême gauche, les écolos aujourd'hui et une partie du PS refuse de façon irréductible, brutale, frontale la politique de modernisation économique et sociale qu'essaie de mener le gouvernement, c'est-à-dire la politique d'adaptation à la mondialisation libérale. Et de l'autre côté, la droite ne peut pas s'allier avec le Front National parce que le Front National récuse les fondamentaux de la politique démocratique française qui sont l'ouverture à l'Europe, la libre circulation des personnes et le libre-échangisme. Donc l'UMP et le PS sont condamnés à gouverner avec une base de 20 à 25% et vous ne changez pas la société avec 20 à 25%. Alors, qui s'érode très vite à 15, d'ailleurs, quand vous êtes dans la difficulté du pouvoir. Et comme Sarkozy serait à 16 aujourd'hui, comme Hollande est à 16, et comme je pense que la politique aujourd'hui n'a plus la capacité de résoudre les problèmes auxquels la société est confrontée. Claude Veil, justement, on y vient à la politique. Le Premier ministre fait face à sa première véritable épreuve politique. Une partie de sa majorité, vous l'avez dit, se braque sur le pacte de responsabilité, fidèle à son habitude. Le Premier ministre cogne et occupe les médias. Pour passer l'obstacle, Manuel Valls a haussé le ton ce week-end devant ses amis socialistes. Le chef de la majorité, bat le rappel, dramatise l'enjeu. La gauche qui peut mourir, le FN au second tour de la présidentielle. Une mise en garde qui laisse pour l'instant les députés frondeurs de marbre. François-Xavier Rigaud. Samedi, lors du Conseil national du Parti socialiste, le Premier ministre Manuel Valls met en garde la gauche. J'en ai appelé à la responsabilité. La gauche peut disparaître et la France peut se défaire tant il y a succession de crises, crise économique, crise d'identité, crise culturelle, sentiment d'abandon qu'expriment beaucoup de nos compatriotes. Manuel Valls appelle la gauche à se réinventer pour éviter sa disparition de l'échiquier politique français. Un appel destiné aux parlementaires frondeurs du Parti socialiste qui ne cessent de critiquer l'action de François Hollande et menacent régulièrement de s'abstenir ou même de voter contre les lois présentées par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Mais le message de Manuel Valls n'a semble-t-il pas eu l'effet escompté. L'aile gauche du parti riposte
Je ne renoncerai pas et on ne renoncera pas avec d'autres parlementaires à nos convictions, simplement pour le plaisir de mourir ensemble. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la gauche meure. La gauche disparaître, c'est possible, mais je ne crois pas que la réponse, ça soit après 2 défaites électorales, circuler, il n'y a rien à voir. Et on serre les rangs et puis on continue comme avant. Samedi soir, pour la première fois depuis le début du quinquennat, les députés frondeurs du Parti socialiste se sont réunis à Paris avec les communistes et les écologistes pour réclamer une réorientation de la politique menée par le gouvernement. Selon eux, si la gauche disparaît, François Hollande et Manuel Valls en seraient les premiers responsables. C'est pas simplement en demandant à chacun de rester renserré derrière le gouvernement que les choses vont avancer. Nous disons que nous souhaitons que ce gouvernement réussisse, mais qu'en même temps, il ait une politique économique et sociale qui soit ambitieuse, qui aide les plus précaires et les plus défavorisés et qui apporte des solutions pour l'ensemble de la population et pas simplement pour les entreprises. Je pense que la déclaration de Manuel Valls est assez irresponsable parce qu'il est Premier ministre, il est censé conduire la politique nationale au nom de la gauche. Or, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la politique qu'il mène. On ne peut pas rassembler la gauche sur une politique qui n'est pas une politique de gauche. C'est aussi simple que ça. Emmanuel Valls est à la tête de ce problème-là. Donc quand il dit, on voit bien la manœuvre, il dit la gauche va mourir, donc il faut tous se rassembler derrière moi. Mais le problème, c'est que la politique qu'il mène n'est pas une politique de gauche. Entre le gouvernement et l'aile gauche du parti, le ton monte et le fossé se creuse. Samedi, les frondeurs ont réaffirmé que le candidat socialiste à la présidentielle de 2017 devra être désigné lors de primaires organisées en 2016. Même dans le cas où François Hollande serait candidat à sa propre succession. On a dit en 2011 que c'était un formidable exercice démocratique et que franchement le Parti socialiste avait été un précurseur. Il n'y a pas de raison que ce qu'on disait il y a 5 ans ne vale pas aujourd'hui. L'orientation politique n'appartient pas au président de la République tout seul, qui a un collectif qui doit pouvoir en discuter, sa famille politique doit pouvoir en discuter. Et bien de la même manière, je pense que son éventuelle candidature à la présidentielle en 2017 n'appartient pas qu'à lui et qu'il est important que l'ensemble de sa famille politique puisse en discuter le moment venu. En attendant une éventuelle primaire en 2016, la semaine du gouvernement s'annonce chargée dans l'hémicycle. Les frondeurs du Parti socialiste ont bien l'intention de faire entendre leur voix discordante à l'Assemblée nationale lors du vote du budget rectificatif. Demain matin, Manuel Valls a prévu de rencontrer les députés de la majorité pour tenter encore une fois de convaincre les récalcitrants. Et une question très directe pour reprendre. La gauche n'est-elle pas déjà morte, Christophe Barbier? Une certaine gauche est morte, oui, bien sûr. Ceux qui voudraient revivre 1981 et même ressortir le vieux modèle de gauche plurielle de 97, tout ça, c'est aussi éteint que se demander si c'est chez Jean Jaurès ou chez Jules Guesde qu'il faut chercher des solutions. Ce qui n'est pas mort, c'est une certaine forme de deuxième gauche réformiste qui est au pouvoir. Elle est au pouvoir avec François Hollande, qui n'était pas exactement sur ses rails dans le début de son quinquennat et qui retrouve là plus le hollandisme originel inspiré de Jacques Delors, et évidemment elle est au pouvoir avec Manuel Valls qui colle à peu près dans son discours et dans ses actes avec ses pensées. Cette gauche-là, elle n'est pas morte, mais elle n'est pas flambante parce qu'elle est un peu seule, un peu isolée, un peu anémiée. Est-ce qu'on a raison de continuer à parler de députés frondeurs? Ils sont sécessionnistes là pour le coup. Est-ce que c'est une fracture ou est-ce que c'est un coup de chaud, Claude Veil? C'est une véritable fracture. Le Parti socialiste aujourd'hui ne tient plus que par les intérêts électoraux de ses membres qui ont besoin d'un grand parti derrière eux pour se faire réélire à la aux prochaines élections législatives. Mais alors, juste sur le est-ce que la gauche est morte, de quoi parle-t-on? Si on parle des idéaux de la gauche, ils vont très bien, merci. C'est-à-dire, c'est une espérance, un horizon d'égalité, de fraternité, etc. Ça, c'est indéracinable. C'est même au cœur de la société et de la société française, peut-être plus que d'autres. Vous pensez que ce qu'on a vu, les frondeurs du PS Emmanuel Valls, ils espèrent la même chose de la gauche? En revanche, ce qui est mort, c'est certains dogmes de la gauche, une certaine façon de faire de la politique à gauche et certaines croyances, notamment dans le domaine économique, dont il est prouvé que ça ne marche pas. La question, c'était est-ce que vous pensez qu'ils espèrent la même chose
Manuel Valls et Laurent Baumel, de la gauche? Est-ce que vous pensez qu'ils ont les mêmes aspirations de gauche? Oui, je pense que leur philosophie, globalement, s'inscrit dans la même inspiration. Oui, mais il y a le hiatus, l'écart sur les moyens pour y parvenir est tellement radical qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler ensemble. Bernard Villiers. Oui, l'analyse politique et l'analyse sociale sont apparemment deux choses très différentes. Et en fait, sur cette question-là, ça se rapproche de façon très forte. La question politique, c'est le gouvernement de gauche peut-il être un gouvernement social-démocrate? La réponse est oui. Le mouvement syndical français peut-il être lui aussi non plus marxiste, mais social-démocrate, c'est-à-dire aller vers l'économie sociale de marché, comme toutes les autres formes de syndicalisme ailleurs en Europe ont fait. Partout en Europe, le syndicalisme est ancré dans l'économie sociale de marché. Il y a un marché européen, il faut exister à l'intérieur, peser, négocier les évolutions, mais ne pas magnifier la grève comme étant l'outil privilégié de lutte contre. Et ailleurs en Europe, on fait avec, on ne fait pas contre. Les syndicats français aujourd'hui vont dans cette direction, il ne faut pas être du tout pessimiste, y compris la CGT. Bernard Thibault, pendant 14 ans, a magnifiquement fait évoluer, sans qu'on s'en rende compte vraiment, la CGT en alliant, comme il le disait lui-même, en conjuguant contestation et négociation. Et l'on voit aujourd'hui que la CGT est mise au pied du mur. Il lui faut aller davantage vers la négociation, un peu moins vers la contestation, au risque, nous le voyons, de voir des adhérents partir vers Sudrail. Mais est-ce qu'on ne vit pas dans le monde syndical ce qu'on est en train de vivre là, avec d'un côté quand même malgré tout la CGT, de l'autre la CFDT, cette autre gauche qui croit encore qu'un autre monde est possible, et cette gauche réformiste comme la CFDT qui dit allez, il faut les faire les réformes. On retrouve cette fracture-là, non? Non. Pas vraiment, parce que le clivage qui consisterait à dire il y a un syndicalisme de la négociation incarné par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, l'UNSA, et puis un syndicalisme de rupture de contestation qui serait la CGT, c'est un clivage un peu facile. La CGT a de très grandes capacités à conduire les mouvements, mais aussi à négocier. On l'a vu d'ailleurs dans la réforme des retraites. Contre toute attente, Bernard Thibault et Nicolas Sarkozy ont dealé entre eux et ils ont laissé passer la réforme. La CGT ne s'est pas opposée sur le fond à la réforme des retraites. Elle a exprimé une sorte de non-opposition, alors même que les autres organisations avaient exprimé un accord tacite. Ça veut dire que Manuel Valls, il peut avoir des alliés aujourd'hui dans l'univers syndical, auprès des partenaires sociaux, dans ce moment de crispation? Oui, assurément, et peut-être aussi au sein de la CGT. Et au plus haut niveau, on le sent, que ce soit à la Fédération des cheminots CGT ou à la Confédération, on ne peut pas dire que la CGT est vent debout. Non, Thierry Lepant ne fera pas Manuel Valls ce que Bernard Thibault en 1995 a fait à Alain Juppé, à l'époque Premier ministre. Et nous reviendrons plus précisément sur le climat social, mais restons sur le volet politique. On a vu tout à l'heure dans le reportage, au fond, tous les meilleurs ennemis de Manuel Valls. Emma Cosse, on aurait pu montrer aussi Cécile Duflot, Pierre Laurent, les députés de l'aile gauche du Parti socialiste. Au fond, ils se sont retrouvés dans une même contestation du Premier ministre, Catherine Ney. C'est ça qui les a fédérés? Oui, absolument, c'est ça qui les a fédérés, parce que tous ces gens-là, d'ailleurs, montrent que maintenant il y a une gauche plurielle, il y a la gauche qui soutient Manuel Valls, qui est d'accord pour faire des réformes, et qui est quand même le noyau dur du groupe socialiste, qu'on n'entend pas, et on se demande pourquoi. Et puis, il y a ces 40 qui sont peut-être 50, 60, on n'arrive pas à savoir combien ils sont. En tout cas, ils étaient 41 à avoir voté contre le pacte de responsabilité, qui se sentent trahis par François Hollande, parce qu'ils croyaient avoir élu un socialiste selon leurs vœux, avec les idéaux que Claude vient de dire, mais peut-être avec l'égalité un peu plus poussée, la passion égalitariste un peu plus poussée, et qui disent aujourd'hui on a élu un libéral, il nous a trahis. Emmanuel Valls veut passer en force, et nous on ne laissera pas faire. Et lors du prochain vote sur le budget, ils veulent absolument que les 40 milliards d'économies faites sur les entreprises, tout ça, soit partagé entre 20 milliards de charges en moins pour les entreprises et 20 milliards pour les particuliers. Et ils ne céderont pas parce qu'ils disent que ça n'est pas de la politique socialiste. Mais j'aimerais comprendre, est-ce qu'à votre avis, on est en train de vivre, je repose la question, un coup de chaud? On en a connu plein sous la Ve République, de la majorité qui s'agit et qui au final va voter le texte. C'est plus profond que ça, c'est identitaire. C'est-à-dire ce que Hollande propose à la société française, globalement, et à la gauche en particulier, depuis, je dirais, le discours de la Saint-Sylvestre, et ce qui a suivi, la conférence de presse, la nomination de Valls, c'est un aggiornamento de la pensée socialiste.
Ça consiste à dire aux gens, les fondamentaux que vous avez appris dans les écoles du parti dans les années 70, 80, 90 n'ont plus cours dans le monde d'aujourd'hui. Et une partie de la gauche, et en effet au Parti socialiste, et ils ne sont pas que 41, et chez les écologistes, et au Front de gauche, et chez Besancenot, etc., disent non. Pour nous, la gauche, ça n'a pas changé. La gauche, ça doit rester l'horizon que nous avions. L'exemple de la SNCF est patent. Au fond, c'est quoi le rêve des cheminots qui sont aujourd'hui en grève? C'est de recréer la SNCF de 45. Ils ne veulent pas entendre parler d'Europe, ils ne veulent pas entendre parler d'ouverture à la concurrence, ils veulent pas, parce que quand on leur dit concurrence, pour les opérateurs ferroviaires, ils comprennent concurrence sur le statut. Le statut, pour eux, est indissociable du monopole, donc il faut revenir au monopole, une SNCF... C'est hors sol ou pas, comme façon d'appréhender le dossier? Si j'étais cheminot, je raisonnerais peut-être comme ça. C'est juste invivable dans le monde d'aujourd'hui. Oui, surtout que la libéralisation... On peut adapter la France au monde de demain, on ne peut pas adapter le monde à la France d'hier. C'est pas possible. Ça veut dire que ces deux gauches-là, qu'on va beaucoup entendre dans les semaines et dans les jours qui viennent, elles sont irréconciliables. Ça se termine comment, cette histoire? Manuel Valls, il a sa majorité Je pense que c'est très très grave ce que l'on vit et ça va se terminer mal. C'est grave parce que la situation du pays est catastrophique et le substrat économique et social, c'est important pour la gauche. C'est grave parce qu'à mon avis, on n'a pas une gauche plurielle. C'est-à-dire on est différents, mais l'union quand même, on la souhaite. On a plusieurs gauches qui souhaitent finalement moins l'union que de cultiver leurs différences. Et puis surtout, on voit poindre un phénomène que l'on n'avait jamais vu, en tout cas pas quand Mitterrand avait des difficultés, c'est le fait que François Hollande pourrait être appelé à ne pas se représenter. Parce que quand on dit on va faire une primaire, même si on a un président sortant, faut qu'il se plie à la primaire, c'est une manière de lui dire écoute, reconnais que tu as échoué, rends service à la gauche, ne te représente pas. Et ça, c'est quand même une sédition extrêmement grave et inédite sous la Ve République. Alors ça se terminera soit par ce mouvement-là en 2016-2017, c'est-à-dire François, on veut plus de toi, on va choisir un autre champion, soit avant, en faisant tomber le gouvernement sur un budget, sur une loi de finances. Et là, il ne peut y avoir qu'une dissolution. Je ne pense pas, parce que tous ceux qu'on voit parler, ils savent bien que s'il y a dissolution, d'abord on va voter au mois d'août, c'est quand même pas l'idéal pour aller conquérir les électeurs, et en plus, ils sont tous battus. Tous les civets, ils reviennent à 50 au Parlement. Donc se suicider pour faire mal à son ennemi, c'est jamais une bonne solution. Mais ça peut arriver un peu plus tard. Ça peut arriver si un autre cliquet saute, qui est le calme. Le calme public. Or, on voit bien qu'avec les grèves, on a déjà franchi un cran dans le désordre. Si demain, après-demain, c'est un désordre dans la rue, ça deviendra intenable. Bernard Villiers. Oui, même chose. La gauche assume aujourd'hui, et de façon belle et utile, son évolution social-démocrate. Et le mouvement syndical, lui aussi, abandonne le XXe siècle. Le mouvement syndical, il a été dominé, marqué, la CGT en est une malheureuse très belle illustration par le marxisme. Le Parti communiste a contrôlé la CGT en 1947, alors que la CGT était née en 1895. Et la tendance réformiste de la CGT, aujourd'hui, elle aspire à revenir sur le devant de la scène. Vous savez, au sein du bureau confédéral de la CGT, il y a des débats très intenses pour savoir s'il faut négocier les évolutions pendant qu'il est temps et pour conserver précisément tout ce qui demande à être conservé, parce que le statut de cheminot, il date effectivement de la libération, il correspond à quelque chose de fort, mais à un moment... Et il est d'ailleurs en gros préservé dans le projet de loi dont nous parlons. Exactement. On ne négocie ni emploi aujourd'hui, ni rémunération, mais simplement une adaptation. Et la CGT, intelligemment, conçoit cette évolution-là pour maîtriser les évolutions, pour maîtriser le statut, les avantages sociaux. Et puis à l'intérieur, certains disent non, il faut conserver, c'est la ligne du front de gauche. Vous savez, le Parti communiste reste encore très puissant à l'intérieur de la Fédération des cheminots CGT. Didier Lerest, notamment ancien secrétaire général de la CGT. Alors, on a vu dans le reportage aussi que Manuel Valls, pardonnez-moi Catherine, utilisait vraiment la manière forte vis-à-vis de ses troupes, avec une façon de poser comme ça un diagnostic très noir sur sa famille politique, en disant la gauche peut mourir, attention, le Front National va arriver au second tour. On sait qu'il y a beaucoup de dureté dans sa méthode vis-à-vis des parlementaires. Est-ce que c'est la bonne méthode, Claude Veil, pour faire rentrer dans le rang les dissidents? Jusqu'à présent, cette méthode n'a pas beaucoup fait ses preuves. Voilà. J'ai entendu les dissidents qu'on a vus tout à l'heure, Morel, etc. Eux, ils n'ont pas du tout l'intention de plier. N'oubliez pas que Valls est un socialiste quand même relativement atypique, qui il y a quelques années a publié un livre qui s'appelait « Pour en finir avec le vieux socialisme ». Dont son modèle dans la vie, c'est pas Jules Guesde, c'est Clémenceau. Et il pense, en effet, il a un sens très élevé de l'autorité de l'État, et il pense que sur cette affaire-là, il engage évidemment la crédibilité du gouvernement et la sienne propre. Parce qu'il est engagé aussi dans un itinéraire personnel, je ne lui prête pas des motivations basses, mais un itinéraire personnel qui fait qu'aujourd'hui, il est celui qui porte et incarne
la politique de modernisation que le gouvernement essaie de mettre en œuvre. Donc, la gauche au pouvoir, aujourd'hui, il a suffisamment d'ennemis au sein du Parti socialiste pour lui faire payer si le gouvernement échoue. Ça sera son échec personnel, il le sait très bien. Catherine ? Oui, et puis Manuel Valls incarne quand même déjà un peu l'anti-Jean-Marc Ayrault, parce que pas à pas, pas en pas, il défait ce qui a été fait pendant 2 ans. Ça va être vrai sur la loi sur le logement, ça a été vrai sur les apprentis, c'est vrai, enfin, j'ai plusieurs points de la politique qui étaient passés qui montrent que lui, il veut imprimer sa marque sur autre chose et sur cette social-démocratie, même une gauche moderne que François Hollande, c'est vrai, a énoncé le 31 décembre, puis le 14 janvier. Mais depuis, il n'a plus parlé, François Hollande, dans le fond. Et ça, il n'a pas fait de grands discours. Oui, parce qu'il est partout tout le temps. Il est partout tout le temps, mais non, mais on voit des images, mais il n'y a pas de discours. C'est pas quelqu'un qui explique au pays, mais voilà, j'ai décidé de faire ça, et à l'horizon, et surtout que lorsqu'il fait des prévisions, eh bien, il se trompe tout le temps, parce qu'il y a eu le discours sur l'inversion de la courbe du chômage, ça n'a pas marché. La reprise est là, elle n'était pas là. Là, c'est le retournement, il n'est pas retourné. Donc, Manuel Valls, il doit prendre sur lui-même, il doit coller à François Hollande, mais en incarnant quelque chose que François Hollande n'a pas, c'est une autorité et une parole qui marquent. Alors, il y a dans ce genre de discussion sur les problèmes de la majorité, les sécessionnistes du Parti socialiste, est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu les Français, à votre avis, aux uns et aux autres, quand ils assistent à ces divisions au sein de la majorité, au sommet de l'État? Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ils perçoivent une exaspération vis-à-vis de... Les Français, ils ont tout compris. Je parlais tout à l'heure de l'impuissance publique. Ce constat, heureusement, je ne suis pas le seul à le faire. 60 ou 70% des gens dans tous les sondages constatent que la politique est aujourd'hui impuissante. Et alors, dans ce pays qu'on disait coupé en deux depuis la Révolution française et pour l'éternité, non, dans les sondages, la majorité des gens se prononcent pour des gouvernements d'union nationale. C'est pas simplement l'impuissance, là, dont on parle. C'est aussi cette espèce de réorganisation, de réajustement politique, idéologique. Est-ce que ça pèse? Les Français, ils bougent énormément. Juste, je ne veux pas donner de chiffres, mais il y a quelques jours, un sondage a été fait qui montrait que tout le monde battait des records d'impopularité. Ouais. Le président, le gouvernement, le Parlement européen, la droite, l'UMP, tout ce que vous voulez, les journalistes, évidemment. Mais bizarrement, il y avait 55% ou quelque chose comme ça des Français qui étaient pour le pacte de compétitivité, ce qui n'était pas tout à fait évident au départ. Donc ça veut dire que ces idées de modernisation de l'appareil productif et de financement de la protection sociale en France cheminent dans les consciences, que les gens ont compris qu'il y a des choses qui doivent bouger, qu'il y a des choses qui doivent changer. Alors évidemment, mais est-ce qu'ils ne sont pas exaspérés dans ce climat-là? Si on ajoute une instabilité sociale, une espèce de flottement politique... C'est vrai que nous sommes tous schizophrènes. Les gens peuvent être à la fois acquis globalement à l'idée des réformes et les détester quand ça les concerne personnellement ou quand on remet en cause leurs acquis à titre personnel. Mais là aussi, le fait que... J'ai pas de sondage, là, mais... Il ne me semble pas que cette grève des roulants de la SNCF soit extraordinairement populaire, ou je me trompe. Bon. Je ne sais pas s'il y a eu un sondage alors que par tradition, y compris en 95, qu'évoquait mon voisin, souvenez-vous qu'en 95, les Français avaient pris fait et cause pour les grévistes contre le gouvernement. C'est même ça qui met à genoux le gouvernement Juppé, qui ne s'en relèvera jamais. Là, ça n'est pas le cas. Pour ce que je vois et j'entends, ça n'est pas le cas. Mais Bernard Villiers, quand vous voyez le Premier ministre parler comme ça à ses troupes, les appeler au sursaut de la gauche, vous ne pensez pas que... Les Français, on peut avoir le sentiment au moment que les choses se passent loin d'eux, sans eux, à distance? Le chef du gouvernement français est conscient, et les Français, j'allais dire les salariés, le savent, que ce n'est plus l'interlocuteur qui décide. L'heure n'est plus où l'État pouvait organiser, structurer et garantir les statuts. Aujourd'hui, les statuts ne sont plus protecteurs et les États ne sont plus régulateurs. Et c'est ce dont nous nous rendons compte. Les cheminots, notamment, se rendent compte inconsciemment, mais que le statut de 1945 ne va pas les blinder, les protéger. Et nous devons apprendre l'Europe. Or, les Français se disent, mais qui va nous apprendre l'Europe? Les partis politiques? Ils envoient à Bruxelles pas forcément les militants les plus européens comme le font par exemple les Espagnols qui envoient des conquistadors à Bruxelles. Les syndicalistes, même chose. Et on le voit dans les sondages. Nous avons un sondage qui est sorti là il y a quelques jours et qui indique que les syndicats sont dans une cote d'impopularité jamais atteinte depuis 10 ans. 68% des salariés ne font plus confiance aux syndicats pour défendre leurs intérêts. Et là, c'est lourd. C'est-à-dire que, en deux mots, nous avons conscience progressivement que l'Europe est une exigence.
Et deuxièmement, personne ne nous enseigne l'Europe. Ça va être très difficile. Nous avons besoin de personnes, de personnalités, dans les milieux associatifs, syndicaux, politiques, qui nous disent ce qu'est l'Europe et ce que l'Europe peut nous apporter autrement qu'en crise, qu'en crainte, qu'en perte d'emploi ou d'usine. On en revient à ma question. On a un Premier ministre qui va demain matin aller en réunion de groupe devant ses parlementaires pour leur faire la leçon. Est-ce que ça ne donne pas le sentiment qu'il se préoccupe d'affaires politiciennes? Bien sûr que c'est une réalité, que c'est une contrainte qu'il doit prendre en compte. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette impression-là, à votre avis, Christophe Barbier, quand même? L'heure est grave, vous l'avez dit tout à l'heure. On est dans une situation de crise terrible. Je ne crois pas que Manuel Valls soit déjà atteint par ce syndrome. Les Français ont parfaitement compris dès son discours de politique générale qu'il était pas vraiment majoritaire dans son camp et qu'il était toléré par certains et combattu par d'autres. Donc ils comprennent que le Premier ministre se flanque du côté de sa majorité avant de s'attaquer à la réalité. Le problème de Manuel Valls, c'est que chaque fois qu'il cède à ses rebelles, et je cède sur des foyers fiscaux qui sortent de l'impôt, et je cède sur quelques mesures qui coûtent à l'État, et je cède demain ou après-demain sur les intermittents du spectacle parce qu'ils vont céder. À ce moment-là, ceux qui se sont dit, lui au moins il est courageux, il va redresser le pays, il commence à être atteint par le doute. Et sa cote dans les sondages baisse à cause de cela. Pas parce qu'il s'occupe de ce front politique, mais parce qu'il cède trop dans sa négociation perpétuelle avec ses rebelles. Le seul moyen pour lui d'échapper à un toboggan d'impopularité, c'est des résultats rapides. Il faut qu'à partir de l'automne, la méthode Valls, c'est-à-dire le pacte de responsabilité dicté par Hollande et mis en œuvre par Valls, donne des résultats sur l'emploi. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que s'il tient, il sera crédité dans l'opinion, oui, il remonte à droite. quels que soient les... Il remonte à droite, et c'est un Premier ministre qui a un socle fragile à gauche, mais inédit, intéressant à droite. Et pour l'instant, il perd à droite depuis quelques semaines. Catherine ? Moi, je trouve qu'il fait le job, et c'est quand même très très difficile. Et vous disiez tout à l'heure qu'il faut expliquer l'Europe. Mais dans cette histoire du rail, qui explique que, de toute façon, la concurrence sera ouverte obligatoirement en 2019. Et la concurrence, elle existe déjà en Allemagne. Et on s'aperçoit que grâce à cette concurrence, la SNCF, qui a une entreprise privée qui s'appelle Keolis, gagne beaucoup d'argent en Allemagne, où elle fait circuler des trains à la satisfaction des Allemands qui ont une meilleure offre, et elle gagne de l'argent. Il y a moins de fonds publics qui vont en Allemagne sur l'entreprise, sur le rail allemand. Donc ça fait des économies pour le contribuable. Et nous, 49 milliards de dettes. Et nous, 49 milliards de dettes. Mais en 2019, ça sera terminé. Et il faut savoir que dans les régions qui trouvent que la SNCF marche mal, qui voudraient que ça leur coûte moins cher, ils attendent avec impatience, les présidents de région qui sont tous socialistes, que justement il y ait l'ouverture à la concurrence. Le Keolis, la branche privée de la SNCF, est installée dans 13 pays. Elle vient de remporter un contrat énorme en Grande-Bretagne, en Australie. Et évidemment, la SNCF privée ne fait pas travailler des cheminots avec le contrat des cheminots français. Et c'est ça qui fait peur. Et on reste Ils font une grève préventive parce qu'ils ont peur pour l'avenir. Et dans 5 ans, peu à peu, c'est vrai que leur statut, moi je pense que ça ne pourra pas continuer très longtemps. Mais on va poursuivre cette conversation puisque nous revenons à la SNCF. Une semaine de grève donc pour la SNCF. Le mouvement a donc été reconduit demain. Malgré les conséquences sur l'organisation des épreuves du bac, malgré la galère naturellement imposée aux usagers, la CGT et Sudrail accentuent la pression sur le gouvernement, car c'est mardi que sera examiné à l'Assemblée le texte de la réforme ferroviaire. Pour l'instant, le Premier ministre tient sa ligne, se cabre, mais dans le même temps, il ouvre les portes de Matignon aux partenaires sociaux. Magali Lacrose, Grégory Roudier, Laurent Saïda Diop et Guillaume Biron. Comme dirait Manuel Valls, les portes de Matignon sont grandes ouvertes, mais elles sont bien gardées. L'ouverture dans la fermeté, la ligne étroite défendue par le Premier ministre, alors que ce matin il recevait les partenaires sociaux pour préparer la conférence sociale de cet été, en plein bras de fer. Le climat social n'est pas bon, ça c'est pas une nouveauté, ça fait un moment qu'on explique qu'on est dans une crise économique, sociale, voire démocratique. Notre responsabilité, c'est d'entendre les salariés. Et croyez-moi, on va la tenir. Autour de la table, ils ont parlé dialogue social, sans trop évoquer les sujets qui fâchent. Sur la grève des cheminots notamment, chacun campe sur ses positions. Nous ne sommes pas dans ces conflits, nous les dénonçons et nous appelons rapidement à la reprise du travail pour que l'économie reparte. Et je ne comprends pas que dans notre pays, alors que la concertation, le dialogue a eu lieu, un certain nombre d'amendements vont être portés à la demande de la CFDT, mais aussi d'autres, on puisse bloquer des gens qui vont passer le bac ou qui ont besoin de se déplacer pour travailler. Voilà, tout est dit. Malgré les appels de certains syndicats,
En dépit d'un mouvement qui se radicalise, Manuel Valls n'en démord pas. Le projet de loi sur la réforme ferroviaire sera débattu demain à l'Assemblée. Personne ne peut mettre en doute et en cause la très grande fermeté du gouvernement à mener sur ce sujet comme sur d'autres les réformes qui sont nécessaires pour notre pays. On a trop attendu dans ces domaines-là et donc nous avons besoin de conforter cet esprit de réforme. Et tant pis pour l'image d'un socialiste un peu trop à droite qui dénonce les grèves. Parce que justement François Hollande et Manuel Valls misent sur l'impopularité totale de ce mouvement social qui paralyse la France et met des bâtons dans les roues des candidats au bac au premier jour des épreuves. Les gens ils commençaient un peu, comme ils n'étaient pas informés, ils commençaient un peu à s'énerver, puis ça commençait à faire long entre les enfants, les gens qui passent le bac comme moi, ça commence à être agaçant pour ça. Je prends rarement le TGV, mais je veux dire, je crois que c'est la dernière fois. Un ras-le-bol, non pour tout le monde, pour tous les gens qui travaillent, pour ceux qui vont passer le bac, c'est inadmissible que 15% puissent paralyser la France entière. Ça, c'est pas pensable. La grève est reconduite demain pour un 7e jour. Sous les balcons de la ministre de la Culture, une manifestation tout en jazz et en mise en scène. Les intermittents se sentent trahis par les socialistes, par une gauche qu'ils ont contribué à élire et qui aujourd'hui concocte une réforme de leur statut qu'ils refusent. Il y a des économies à faire autrement dans le statut d'intermittent et c'est pas du tout en coupant comme ça les heures et tout ça, en faisant des périodes de carence que ça va améliorer les choses. Donc non, c'est juste très très mal pensé en fait. Donc on a juste l'impression qu'il n'y a pas eu du tout de dialogue avec nous, quoi. Traditionnellement, la culture était toujours quelque chose qui défendait et ils sont même plus capables de le faire, donc c'est un peu un scandale quand même. J'espère qu'on ira jusqu'au bout. C'est quoi? Jusqu'au bout, jusqu'au non-agrément de ce truc. Et tant pis pour les festivals. Vous croyez qu'on est heureux quand on annule un de nos spectacles? C'est ce qui nous fait vivre. Manuel Valls annonce des décisions en fin de semaine, mais déjà plusieurs représentations ont été annulées. Alors pour sortir de la dépression sociale, François Hollande mise sur les Bleus. L'équipe a été ce qu'on attendait d'elle. Je veux encore la remercier Didier Deschamps, et puis ne pas non plus nous emballer. On connaît aussi cette tentation en France, où on se déplore, où on s'emballe. Restons sereins et prudents. Attention donc à la grande incertitude qui vaut en sport comme en politique. Alors pour l'instant, on en est toujours à l'espérance au niveau du sport, pour l'instant. Alors, comment 14% du personnel peuvent-ils enrayer à ce point la SNCF ? Parce que ce sont des catégories cheminotes qui sont très soudées. Vous savez, la SNCF, les cheminots, ce sont des métiers. Donc il y a les conducteurs, les agents de conduite, et ces personnes-là sont très soudées entre elles. Une grande partie d'ailleurs des agents de conduite de la SNCF a rejoint il y a 5 ans la CFDT. Mais une autre partie est là. Et quand vous bloquez la conduite des trains, vous bloquez tout. Donc il est comme dans les pilotes d'avion, les aiguilleurs du ciel, des catégories professionnelles, des corporations qui bloquent tout. C'est pas insurmontable. À la RATP par exemple, les métiers sont également des métiers qui ressemblent à des corporations, pas des corporatismes, presque des corporatismes parfois, mais des corporations, des métiers. Mais on peut créer du lien et l'utilité d'une confédération, c'est précisément d'éviter que ces corporations dérivent, se dénaturent en corporatisme, c'est-à-dire en égoïsme collectif. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Manuel Valls peut tenir face à cette grève-là? En gros, le texte est débattu demain à l'Assemblée. Est-ce que c'est plié? Il va falloir trouver le meilleur moyen de sortir de cette grève, c'est ça? La grève perd son objet demain, puisque le débat aura lieu. Donc les grévistes sont là pour qu'on repousse un débat. Une fois qu'il est tenu, c'est un peu se battre pour rien, être dans un combat rétrospectif que de continuer. Donc je pense qu'une bonne partie souhaitera aussi en finir. On voit d'ailleurs que le taux de grévistes décroît de jour en jour. Le meilleur remède que la RATP a inventé pour éviter les grèves qui bloquent le trafic, c'est le métro automatique, sans conducteur. Et là, c'est un peu comme le monde réel que décrivait tout à l'heure Claude, on y va tout droit. Et c'est ça qui finira par arriver sur un bon nombre de transports. Non. TGV sans conducteur, c'est pas pour demain quand même. Oui, même si déjà dans certains pays, on y travaille. Mais non, pour Manuel Valls, c'est plus compliqué parce qu'un conflit peut en appeler un autre. Or, on a vu que dans les conflits privés, depuis 2 ans, quand telle usine fermait, quand il y avait des licenciements à tel endroit, jamais ça ne coagulait. Tandis que là, si après les conducteurs qui ont un peu perturbé le mois de juin, il y a les intermittents qui fichent en l'air le mois de juillet avec les annulations de festivals,
général. Et puis à la rentrée, il y a les profs qui sont pas contents. Et puis en octobre, les étudiants qui se mettent en grève. Là, ça peut donner une sorte de réaction en chaîne qui pourrait précipiter bien des malheurs pour le gouvernement. Bernard Vivier, vous redoutez cette coagulation. Alors à chaque fois on parle de la coagulation, il paraît que François Hollande redoute, surveille depuis sa fenêtre ce mouvement social avec cette appréhension. On y est ou pas là, avec les intermittents d'un côté et la SNCF de l'autre? Nous sommes dans un climat social en entre-deux, parce qu'effectivement, validons cette démarche qu'a très bien décrite Christophe Barbier, il y a un risque de succession, de coagulation et donc d'enflammement du pays. Et dans le même temps, le climat social n'a jamais été aussi replié sur lui-même. Le monde du travail est aujourd'hui dans les épaules rentrées, dans la souffrance, dans la difficulté, et non pas du tout dans la révolte et dans la grève. Et si l'on veut aujourd'hui moderniser les entreprises et apaiser le climat social, c'est peut-être en établissant des lois sur le service minimum, mais n'y croyons pas vraiment. On peut le faire d'une façon. C'est surtout en installant dans les entreprises une confiance réciproque. L'exemple de la RATP est magnifique. Vous savez, en 1996, il y a eu un accord qui s'était intitulé l'alarme sociale. Avant de faire grève, on se réunit et on négocie. Eh bien, dans les 10 ans qui ont suivi l'accord de 1996, il s'est produit à la RATP 2 fois moins de conflits que dans les 10 années passées. Donc c'est une réforme qui a mis la ligne hiérarchique, les managers en position. On a décentralisé la RATP. Et aujourd'hui, c'est pas une question de RER qui fonctionne sans pilote, c'est pas une question de service minimum. C'est une question de négociation maximum. Et c'est ça la clé du succès, la négociation maximum. Alors, la négociation maximum. Il y a un sujet, typiquement, on a discuté, on a négocié, on a même laissé faire les partenaires sociaux, c'est les intermittents. Ils sont arrivés à un accord, FO a même signé cet accord, et aujourd'hui, on entend les intermittents nous dire on n'a pas été consultés. J'ai peur de ne pas vous suivre. Les grandes centrales ont été consultées, pas les syndicats des intermittents. Eux ont été laissés totalement en dehors du coup. FO a signé l'accord, ce qui est assez rare. Je crois que oui. Le MEDEF, FO bien sûr, c'est ce qu'il reproche naturellement. C'est un accord très très vaste. Mais il y a eu une négociation avec les partenaires sociaux. Les annexes 8 et 10 ne sont quelques lignes. Je crois quand même qu'il faut se méfier de l'assimilation entre la grève de la SNCF et la grève des intermittents. On ne peut pas imaginer, je me permets de le souligner, 2 mondes plus dissemblables. D'un côté, vous avez un statut monolithique pour une grande entreprise d'État. De l'autre côté, vous avez un monde totalement éparpillé avec un taux de syndicalisation extraordinairement faible. D'un côté, vous avez une sécurité de l'emploi absolue, la retraite à 54 ans. De l'autre côté, vous avez le maximum de précarité des gens qui bossent quelques heures, quelques jours, qui ensuite sont mis au chômage, reprennent un emploi, retrouvent. On ne peut pas imaginer des conditions de travail plus dissemblables. Moi, je dois dire, tout à fait sympathisant de la cause des intermittents. Je pense que la France a besoin de la culture, plus que jamais. Je pense que la culture a besoin du spectacle vivant et que le spectacle vivant en France ne vit que par l'intermittence. Parce que si demain, moi, nous décidons de monter une pièce de théâtre, on pourrait prendre Christophe pour jouer dedans, vous n'embaucherez pas en CDI un éclairagiste de plateau, un menuisier de plateau, 12 comédiens, etc. Vous ne savez pas si votre pièce va tenir l'affiche 3 jours, une semaine ou se casser la gueule le premier soir. Donc la précarité est au cœur même de l'intermittence du spectacle et ce métier a un statut particulier qui est adapté à ces conditions d'exercice de la profession qui sont extrêmement particulières. Il y a un statut du charbonnage, un statut EDF, etc. Et ce statut-là est un statut en effet très particulier. Mais si la France a une politique active sur le plan culturel, si la France et la France des 10 000 festivals, si dans toutes les villes cet été on va jouer de la musique, faire du théâtre, etc., c'est en grande partie grâce à ce statut. J'ajoute pour en finir qu'il y a sans doute des abus, il y a sans doute des sociétés de télévision, y compris des sociétés publiques, qui abusent du système parce qu'elle leur permet de transformer, au lieu de distribuer des CDI, de garder les gens pour quelques jours. Mais faire payer ces abus par les intermittents eux-mêmes, dont je rappelle qu'ils touchent en moyenne moins de 1 000 € de chômage par mois, moins de 1 000 €, et les astreindre à un système de carence de 45 jours, alors qu'en général, ils bossent 8 jours, ils s'arrêtent 2 mois, ça veut dire qu'en fait, ils perdent toute protection sociale. Et ça, je pense que ce serait pour nous tous
et pour l'économie des villes concernées, les 10 000 communes dont je parlais, une régression terrible. Votre appel a été entendu. Le problème de ce système, c'est qu'il était parfaitement calculé pour 50 000 bénéficiaires dans une France, non pas du plein emploi, mais qui ne dépassait pas 7-8% de chômage. Donc les cotisations des autres salariés, du public et du privé, permettaient de financer sans problème ce système qui a un seul défaut, c'est qu'il est en effet coûteux. Or, quand on est à plus de 130 000, je crois, intermittents, quand le reste des cotisants est de plus en plus exempt parce qu'il y a encore beaucoup de chômeurs d'autres professions à indemniser, eh bien ça explose. C'est pour ça que Manuel Valls a eu raison de dire ce matin: il faut le remettre à plat. On ne peut pas continuer à mettre des rustines, à trafiquer les calculs, à pourchasser tel ou tel abus. Il faut remettre à plat fondamentalement ce système des intermittents. Moi, je pense même qu'il faut aller plus loin. Il faudrait remettre à plat complètement la notion d'artiste. Un menuisier de plateau, et c'est un artiste. À partir de quand? À partir de quand c'en est pas un? Une standardiste dans un théâtre ou une chaîne de télévision, doit-elle profiter du statut ou doit-elle être une salariée comme une autre, CDI ou CDD? C'est tout cela qu'il faut remettre à plat. Il faudrait de véritables états généraux du spectacle vivant et de son financement. Alors comment, pardonnez-moi de revenir à ma marotte, mais j'entends Jean-Claude Mailly dire il faut que le gouvernement valide cet accord que nous avons signé, nous les partenaires sociaux. On a le sentiment d'être à front renversé. Non. Force ouvrière, tout particulièrement, a légitimité à parler. Force ouvrière a été une des grandes organisations qui ont créé l'UNEDIC, l'assurance chômage, en 1958. C'est un système privé, c'est un système d'assurance privée. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander à un système privé de dépenser durablement plus que ce qu'il y a dans les caisses. Donc, les ouvriers de la chimie, les employés de banque, l'ensemble des salariés ne peuvent pas lourdement trop payer pour les autres. C'est un quart du déficit de l'assurance chômage, c'est-à-dire 1 milliard sur les 4 qui va vers les intermittents du spectacle. Donc la question il y a à chaque fois querelle sur ce rapport de la Cour des comptes, allons par-delà cela, allons par-delà ce chiffre. La réalité, c'est qu'effectivement, si nous avons besoin d'une culture, et maintenir ce niveau d'exigence et de production culturelle, si nous avons besoin de donner aux intermittents, je vous rejoins entièrement, une rémunération, eh bien, pensons une sécurité. Pensons des systèmes comme d'autres professions l'ont fait, par exemple le bâtiment en cas d'intempéries. Il est possible, dans un système privé, de jouer la solidarité au sein d'un système. Mais ne demandons pas à M. Rebsamen de payer pour Mme Filippetti, c'est-à-dire pour l'ensemble des salariés de payer la politique culturelle. Est-ce que l'un d'entre vous peut me répondre juste par oui ou par non? On a dit qu'il tiendra sur la réforme ferroviaire, il va lâcher sur la réforme des intermittents? Oui, il va lâcher, mais peut-être d'une façon habile, en disant, écoutez, on la signe, on l'a négociée, mais tout de suite on la remet en cause. Moi, je trouve vraiment que c'est un sujet, ça fait la droite aussi s'y est cassé le nez, c'est un sujet où Claude parlait tout à l'heure d'union nationale. Moi, je trouve qu'il faudrait lancer un appel et faire vraiment un accord droite-gauche, parce que tout le monde est d'accord pour dire que la culture en France est quelque chose de très important. Eh bien, je veux dire qu'on se mette face à une table, droite et gauche, et qu'on arrive à des propositions Alors, où on se met d'accord. Catherine, la droite. Enfin, on peut rêver. Si la gauche peut mourir, la droite n'est pas bien non plus. L'UMP ne profite pas des difficultés de la majorité. Elle aussi traverse ce qu'on appelle une période de gros temps. L'opposition peine à retrouver de l'oxygène depuis l'affaire Big Malion et continue d'avancer en ordre dispersé. Elle se divise même sur l'attitude à avoir vis-à-vis des grévistes de la SNCF. Le centre n'échappe pas non plus à cette fébrilité ambiante. La succession de Jean-Louis Borloo a ouvert une phase de tension. Margot Chouraki. L'écriture est encore incertaine, mais dans une lettre publiée ce week-end, Jean-Louis Borloo déclare que sa santé s'améliore. De quoi alimenter les spéculations sur son retour, mais surtout de quoi requinquer l'UDI, qui fait valoir son indépendance face à l'UMP. Avec l'UMP, nous avons une alliance stratégique, naturellement, pour battre l'actuel pouvoir. Mais l'alliance, ça veut dire aussi la concurrence. Et il n'est pas écrit, et c'est en tout cas notre mission, que cette alliance, elle soit dirigée par l'UMP. Nous souhaitons qu'à la fin de cette année, il y ait des états généraux de l'opposition qui permettent de rassembler tous ceux qui veulent mettre fin à l'expérience socialiste et de bâtir le chemin ensemble pour mettre fin à l'expérience socialiste où chacun respectera l'autre dans cette opposition pluraliste, mais où nous travaillerons ensemble pour apporter des réponses aux Français. Réunis samedi en Conseil national, l'UDI ambitionne donc de prendre la tête de l'opposition. Et certains se targuent même de voir des militants UMP rejoindre ses rangs. La ligne UMP ne leur plaît plus et c'était des centristes de l'UMP.
ou des gens plus progressistes. Ils reviennent au bercail. C'est ça, c'est l'UDF qui se reconstruit. L'UDI se rêve donc en premier parti de France, galvanisé par la déconfiture de l'UMP. Au moment où la toute nouvelle direction intérimaire tente tant bien que mal de remettre la machine en route. L'UMP va mal, l'UMP est aujourd'hui fragilisé. Or, nous avons besoin d'un grand parti d'opposition. Nous avons besoin d'une alternance crédible dans notre pays. La mission de la direction provisoire, c'est 150 jours pour un nouveau départ. C'est 150 jours pour faire en sorte qu'on redevienne crédible vis-à-vis des Français. Qu'on leur montre qu'il y a de nouveau une force d'alternance qui peut prendre les rênes, les responsabilités du pays dans les meilleurs délais. Pour Brice Hortefeux, cela ne fait aucun doute. Seul Nicolas Sarkozy peut reprendre les rênes de son parti. Il le martelait encore ce matin, quitte à froisser les ambitions de certains. Pour Nicolas Sarkozy, je vous le dis, sa préoccupation, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif. C'est le besoin dans notre pays d'avoir une majorité qui gouverne mal comme elle le fait aujourd'hui, mais une opposition qui construit, une opposition qui imagine, une opposition qui propose, pas une opposition qui est exclusivement concentrée sur son nombril. Plus on va sur le terrain, plus on va au contact, plus l'on voit les militants, plus l'on voit les sympathisants, il y a un mouvement très fort. Alors, bien sûr que dans le sommet, en tout cas ceux qui aimeraient y être, peut-être ça peut cogiter. Les chapeaux à plumes ne sont pas enthousiastes. Non, bah écoutez, qui rabaissent un peu plus leur chapeau et puis et on les plumera. Une allusion à la nouvelle direction du parti et aux candidats déjà déclarés à la primaire, comme Xavier Bertrand, qui estime que Nicolas Sarkozy doit rester à l'écart, comme il l'avait promis. Je crois qu'il a dit que les chapeaux à plumes, on va les rabaisser. Pour l'instant, oui. C'est l'UMP qui a été plumé. Et personne ne portera le chapeau à la place des responsables dans cette affaire Big Malian. Et je vais jusqu'au bout. Il y a beaucoup de mépris, je pense, dans les propos qui sont tenus. Moi, j'ai toujours du respect pour l'ancien président. Toujours du respect. Selon Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy pourrait se déclarer candidat à la présidence de l'UMP d'ici la fin du mois d'août, si le congrès était organisé en novembre. Et ce constat, les vieux partis ne sont pas adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Une fin annoncée pour la gauche aussi bien que pour la droite, Christophe Barbier. Oui, bien sûr, on voit bien que la mutation, elle doit concerner tous les partis. Les centristes ne vont pas très bien et l'UMP va très très mal. C'est la leçon un peu des derniers jours. Les centristes vont pas très bien. On se rend compte que le rapprochement Modem-UDI était une fiction. On ne sait plus qui est chef de quoi et on se bat pour des chapelles. Pendant ce temps-là, la production d'idées est un peu en jachère. Et à l'UMP, c'est terrible parce que les affaires peuvent juridiquement entraîner une disparition du parti. Si c'est pas les affaires, ça sera les guéguerres entre chapeau à plume et puis sbires avec les couteaux tirés. Et si ce n'est pas ça, ça peut être le Front National qui fait un sort aussi électoral à l'UMP. Non, c'est d'ailleurs assez inquiétant pour le pays globalement de voir qu'il n'y a plus de vases communicants. D'habitude, quand le pouvoir va mal, 83, 84, 85 à gauche, l'opposition va bien, 86, et hop, il y a le vivement demain et on revient. Et vice-versa. Là, et c'est rare dans notre histoire, on traverse une période où il y a une gauche très mal en point et une droite qui ne va pas bien. Et sur des sujets très précis comme celui qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir la question de la réforme ferroviaire à l'Assemblée demain, on entend la droite, notamment Luc Châtel, qui dit non, cette réforme, il faut la reporter. En gros, il faut céder face à la pression syndicale. Catherine Ney, c'est surprenant cette position. Oui, mais vous savez, la séparation de l'entité SNCF en 3 sociétés, c'est Bruxelles qui l'avait demandé au gouvernement Chirac et qui l'a fait parce qu'on leur disait que c'était les conditions sine qua non pour ouvrir la concurrence à terme. Bon. L'Allemagne, la Deutsche Bahn, elle a refusé de séparer, elle est restée la même entité. Mais elle est passée la première à la concurrence. Et elle a ouvert ses lignes, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc c'est comme ça que Keolis, la SNCF et d'autres entreprises européennes font rouler des trains en Allemagne à la satisfaction du consommateur allemand parce que les prix ont baissé. C'est très bien. La France, elle, ne s'est toujours pas ouverte à la concurrence, elle y sera obligée. Donc, il y a eu 3, l'entité a été séparée en 3. Après est arrivé Lionel Jospin et un ministre communiste de la SNCF qui n'a touché à rien. Et puis, la SNCF, la CGT disait, peut-être parce qu'elle avait peur de l'avenir, elle disait on pourrait peut-être, puisque les Allemands ne l'ont pas fait, on pourrait se rassembler. Et la commission de Bruxelles a dit, mais dans le fond, les Allemands ont pu ouvrir à la concurrence, pourquoi pas vous rassembler? Donc, finalement, la CGT a obtenu gain de cause. Et c'est ça qui est assez
assez incompréhensible. Mais dans leur volonté européenne, dans leur idéologie un peu poussée, la droite aujourd'hui, qui avait fait cette première réforme, la conteste au motif en disant on va bloquer la concurrence, ce qui n'est pas vrai. Non, ils ne veulent pas bloquer la concurrence, ils veulent bloquer le gouvernement. Tout ça, c'est la petite politique, comme disait Nietzsche. C'est prendre le contrepoint pour pousser à reculer, pour pouvoir dire... Pourquoi le secrétaire général par intérim demande au gouvernement de retirer? Tout simplement parce que, comme le gouvernement est affaibli, il en profite pour lui mettre un coup de pied. D'ailleurs, d'autres au sein de l'UMP soutiennent le gouvernement et disent de tenir bon. En réalité, quelle est la position de l'UMP là-dessus? J'en sais rien. On est dans la petite politique. Sur le fond, évidemment qu'un gouvernement de droite ferait probablement à peu près la même réforme. Le problème dans la petite politique, c'est que plus l'UMP et l'UPS sur un dossier comme celui-là sont proches en réalité, et ça vaut pour beaucoup de dossiers économiques, parce qu'en matière économique, je pense que tout le monde a compris que Valls est plus proche de Juppé sur beaucoup de sujets que de Mélenchon, et que Juppé est beaucoup plus proche de Valls que de Marine Le Pen. Donc, mais plus on est d'accord sur le fond des dossiers, plus il faut s'entre-déchirer, parce qu'il reste l'essentiel de la politique telle qu'on la conçoit quelquefois, c'est-à-dire la chasse aux places et au mandat. Mais c'est exactement de ça que je parlais tout à l'heure, de cette France qui étouffe sous le poids des problèmes non résolus. Il y a des pays qui ont eu l'intelligence, quand la politique était dans l'impasse et ne produisait plus de résultats parce qu'elle n'avait plus la capacité de résoudre les problèmes qu'elle devait affronter. Il y a des pays qui ont eu l'intelligence de faire des gouvernements, en Espagne, de pactes, en Allemagne, de grosses coalitions, en Belgique, d'union nationale. Ça peut prendre des formes différentes. Est-ce que c'est souhaitable? Je le pense. Et la plupart des hommes politiques en privé disent oui, c'est dommage qu'on ne puisse pas travailler avec eux. Parce que là, il y aurait une base politique pour mener ces réformes qui sont si compliquées à mener. Est-ce que c'est faisable? C'est là que ça devient très très compliqué, parce qu'en politique, la passion est plus importante que la raison, parce que les intérêts de partisans, tacticiens, en général de court terme, l'emportent sur les visions à long terme, et que c'est comme un pli de pantalon. Les gens sont habitués à penser que les gens de gauche sont habitués à penser que la droite c'est l'empire du mal, et les gens de droite que la gauche c'est le goulag. Non, il faudrait de temps en temps qu'on révise un petit peu. Les circonstances peuvent peut-être pousser à un moment donné tout ce petit monde qui est dans la posture à dire allez, on y va. Donc la droite voit un gouvernement en difficulté, pousse pour qu'il tombe, et demain rencontrera les mêmes difficultés au gouvernement. Mais ça se voit un peu au final, et ça se termine avec des scores du Front National, de l'abstention. Avec 60% d'abstention et Marine Le Pen en tête. Bernard Vivier. Vous savez, la communication, on le dit, c'est le fond qui remonte à la surface. Dans le domaine du social, des questions sociales, des relations sociales, droite et gauche ont évidemment un jeu tactique. Je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire, il y a le réalisme, on prend position. À la gauche, il existe toujours une culture sociale, une préoccupation, une espérance même. À droite, elle a cessé d'exister. Le gaullisme social n'a plus de représentant. Le dernier représentant était probablement Gérard Larcher, qui fut un grand ministre du Travail. Et puis il y avait les centristes, Meignery, Barrot. Aujourd'hui, plus personne n'incarne véritablement une stratégie et une pensée, une culture sociale qui comprend le monde du travail. Dans le rang du gaullisme, c'est quand même le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Oui, ce ne serait pas la première fois qu'il fait des triples saltos dans sa tombe, le général de Gaulle. Allez, nous passons aux questions SMS. Tiens, cette question. Où est passé le président de la République, Catherine Ney? Il y a le match de foot. Oui. Ah oui. Oui, on l'a vu hier soir avec... Non mais sérieusement. Non mais c'est clair que c'est pas pour lui ces conflits sociaux. Il a, depuis qu'il a nommé Manuel Valls, décidé de se représidentialiser, c'est-à-dire qu'il va sur les plages des débarquements avec Barack Obama, Poutine, la reine d'Angleterre, et on essaye de parler de l'Ukraine, et il laisse le cambouis de l'économique et du social à Manuel Valls. C'est quelque part le retour à une conception de la Ve République qui, là, rassurerait le général de Gaulle. On est loin de Nicolas Sarkozy et de sa conception de l'hyperprésidence. Oui, et si l'on peut ajouter, parce que être l'enseignant, le pédagogue de l'Europe, c'est pas au Premier ministre le faire, c'est au Président de la République. Il a quand même dit 2-3 mots, le Président. Il a dit il faut arrêter cette grève, il faut pas qu'elle continue. Il a parlé. Pardon, mais vous avez vu ces images du Président de la République qui regarde le foot. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné... les Français se disent bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Non? Ils ont regardé le foot aussi, les Français. Ils ont regardé le foot. Et ils sont contents de voir ces images-là du président qui participe à cet élan? Oui, je pense que de ce côté-là, on n'est pas non plus dans un moment de pré-guerre civile ou de pré-effondrement du pays, qui serait peut-être les circonstances nécessaires, la catastrophe nécessaire pour qu'il y ait l'union nationale. Et en plus, vous qui adorez le foot et qui êtes très expert dans ces choses, vous avez noté la pertinence des commentaires de François Hollande. C'était très très fin ces analyses. C'était très juste. Très juste. Jusqu'où iront les syndicats dans ce bras de fer avec Manuel Valls? Bernard Vivier. Ils cherchent déjà la sortie.
Ils cherchent déjà la sortie parce que l'organisation, rappelons-le, qui est centrale dans cette affaire de la SNCF, c'est la CGT. Elle fait 35% des voix, la CGT. Elle est un peu en perte de vitesse. Il y a 8 ans, elle faisait 40%. Les organisations réformistes grandissent. Et donc aujourd'hui, et ça se sent au bureau confédéral, au sein de la fédération CGT des cheminots, on veut ménager la chèvre et le chou, c'est ce qui fait que le conflit dure, mais la CGT a plus intérêt à coiffer le mouvement, comme on dit dans le jargon syndical, c'est-à-dire à conduire le mouvement pour conduire, pardonnez-moi l'expression, le train hors des rails de la grève, et puis essayer de négocier une évolution du statut. Donc, pour l'instant, la CGT cherche la sortie, et la clé du conflit, elle est à la CGT. Et il négocie en ce moment, certainement en coulisses, avec Manuel Valls et François Hollande. C'est évident. Pas que en coulisses, il les reçoit tout à fait ouvertement. Oui, mais pour préparer la conférence sociale, mais la sortie de la grève est sans doute déjà acquise en coulisses. Le PS peut-il se permettre d'exclure les frondeurs, au fond, Claude Veil? Pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas? Non. Le Parti socialiste ne peut pas se permettre. Souvenez-vous que sur le conflit de 95, la CFDT qui s'était aventurée à tendre la main au gouvernement. Au gouvernement Juppé, l'a payé d'une scission qu'on paye encore aujourd'hui avec Sudrail. Le Parti socialiste, évidemment, doit absolument conjurer la menace d'une scission qui irait créer à gauche ce qui est, alors là, absolument le cauchemar de François Hollande, c'est-à-dire une mayonnaise qui prendrait entre toutes les extrêmes gauches et qui créerait le rêve. C'est le rêve de Mélenchon. Faire le grand parti à gauche de la gauche qui finirait par écraser le Parti socialiste. Et le rêve de Mélenchon sans Mélenchon peut-être, parce qu'il est très absent là en ce moment. Ça, Pierre Laurent est sans doute pour évacuer Mélenchon. Mais ça n'a pas marché, Mélenchon. C'est aussi ce qui retient les rebelles, qui ne vont pas provoquer d'eux-mêmes la scission parce qu'ils vont aller vers un vaisseau fantôme. La gauche n'est-elle pas déjà morte, comme la droite d'ailleurs? On y revient, hein. La 5e République semble à bout de souffle. Est-ce qu'il ne faut pas passer par une réforme institutionnelle, Christophe Barbier? Les institutions, dans leur fonctionnement en termes d'efficacité administrative, ministérielle, de relations entre l'exécutif et le législatif, semblent bien en panne. Et en plus, dans leur aspect démocratique, c'est-à-dire le mode de scrutin est-il adapté, on le voit à travers le débat sur la réforme territoriale, on a l'impression que le véhicule du pouvoir dans ce pays ne fonctionne plus et qu'il faut le réformer. Cela dit, là encore, on ne change de république dans notre pays que quand il y a une guerre civile, une révolution ou une invasion de l'armée allemande. Est-ce que c'est une catastrophe que l'on souhaite pour catalyser cette union nationale? Le problème, c'est que le système ne tient que par les Corses. Le gouvernement gouverne, et l'apostrophe, oui. Le gouvernement gouverne, le président préside, l'Assemblée s'assemble, le législateur légifère. On a l'impression que tout va bien, mais en réalité, les lois n'aboutissent pas, les réformes restent ensablées parce qu'on ne change pas un pays avec 15 à 20% de l'opinion derrière soi. Sinon, parce que quand vous avez 15 à 20% derrière vous, ça fait 70 ou 80 contre. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Pourrait-on avoir une dissolution de l'Assemblée à court terme? Catherine Ney, vous n'y croyez pas? Je veux dire, non. En tous les cas, la droite aurait bien tort d'y pousser, parce que s'il y avait dissolution, elle serait appelée aux responsabilités. Elle n'est absolument pas prête, et ça serait à la fois préjudiciable pour ceux qui seraient dissous, les députés socialistes qui ne reviendraient pas, et même s'il y a une majorité bleue horizon qui en sort, quand vous arrivez sans programme, je veux dire, en ce moment, je crois que les esprits doivent se calmer, et il faudrait plutôt tous réfléchir, enfin essayer de travailler ensemble sur 2 ou 3. Mais c'est un vieux fantasme. Il ne faut pas oublier, quand l'UMP s'arrête 2 minutes de taper sur le gouvernement, il consacre quand même l'essentiel de leur énergie à s'entretuer. Donc pour des gens qui prétendent gouverner le pays, c'est quand même troublant. En 2007-2009, on disait du Parti socialiste que c'était le cadavre à la renverse, et je veux dire, ils se bouffaient le nez les uns les autres. Devant la poussée inexorable du mécontentement, le gouvernement parviendra-t-il à tenir encore 3 ans? Oui, s'il a des résultats. Je suis persuadé que si à partir de l'automne, ça commençait à s'améliorer, si le pacte de responsabilité fonctionne, si la croissance mondiale nous profite un petit peu, et allez, je rajoute une cerise, si on gagne la Coupe du Monde, eh bien le moral va remonter et que les Français se diront, bon, finalement Hollande, il a peut-être eu raison d'être patient et d'être endurant. Il n'y a pas de situation désespérée pourvu qu'on ne franchisse pas le point de non-retour. Et le point de non-retour, c'est la machine de l'État qui se met en panne. On ne paye plus les retraites, on ne paye plus les fonctionnaires, il n'y a plus du tout de train. Et puis, la révolte dans la rue, le blocage de la rue, 95, ou bien des mouvements d'étudiants. Si ça advient, alors là, le point de non-retour sera franchi par François Hollande, et vous verrez que son propre camp lui demandera soit de démissionner, soit de promettre de ne pas se représenter. L'annulation des festivals d'été, encore un coup dur pour l'économie, Bernard Vivier.
Oui, c'est pas acquis, l'annulation des festivals d'été. Il y a des centaines et des centaines de festivals et les Français, les intermittents du spectacle ont tous envie, et les uns d'aller assister à des spectacles, les autres de travailler. Bien sûr. Non, l'annulation n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la tension est forte. Il est vraisemblable, il est même très très probable que le ministre du Travail va entériner la réforme négociée, signée par le MEDEF et les organisations syndicales. Et effectivement, probablement, le Premier ministre viendra derrière pour dire, allez, ce chantier-là de la réforme de l'assurance chômage, qui est un chantier important, ce chantier des intermittents, on va le traiter. Vous savez, au sein du MEDEF, il y a des disputes également internes. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, s'est trouvé critiqué par Laurence Parisot, la personne qui l'avait présidé. La grève de 2003 a été terrible, ça a laissé beaucoup de cicatrices. Il faut redouter ça, parce que tous les gens, non, je vous écoute, mais tous les gens qui aujourd'hui... Tous les gens qui aujourd'hui bloquent contre ces feignants, ces parasites d'intermittents, etc., ils vont voir que si les festivals s'arrêtent, c'est la France entière qui va en souffrir. J'ai une question pour vous, Claude Veil, je vous assure. Et pourquoi nos stars surpayées ne seraient-elles pas mises à contribution pour financer l'intermittence ? Mais elles le sont, le taux de cotisation des gens du spectacle est très supérieur au taux de cotisation moyen. Oui, mais ça montre bien qu'il faut redéfinir complètement l'assiette. Qui est et artiste, la niveau, plupart des milliardaires, alors, je sais pas, j'ai pas fait d'enquête, mais la plupart des milliardaires sous-payés ne vont pas, ne touchent pas leur... Encore une fois, le taux d'indemnisation moyen des intermittents quand ils sont au chômage, et ils ne le sont pas toujours, Dieu merci, c'est moins de 1 000 € par mois. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h15. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet dans C'est-à-dire Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.